Oh, ça commence! Wow, 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 tu décides de partir ça comme ça, là? Ben oui, c'est écrit dans le titre, c'est le podcast On the Fly. Le podcast On the OK, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans le podcast On the Fly. Dans le podcast On the Fly, deuxième épisode, bien content de vous retrouver. Je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Je voulais rectifier certains propos que j'ai émis dans l'épisode pilote. D'abord, quand je parlais de quelque chose qui allait vous choquer, j'ai pas dit ce qui allait vous choquer. j'ai fait abstraction de ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a déconcentré dans l'ordinateur. Puis après ça, j'ai changé de sujet complètement. Fait que oui, ce que je crois qui allait vous choquer quand je faisais des tours de piste derrière ma résidence proche de la rivière, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que le monde attrapait là. Oui, il y a l'accent. Il y a l'accent que j'ai imité des gens qui étaient là, même si je l'imite à la perfection, selon moi. Ça pourrait être quelque chose qui vous choque, mais c'est pas vraiment ça que je voulais vous dire. C'est que quand ils m'ont dit « Ouais, tu peux pogner de la perche chaude, du saumon, de la truite, blablabla », mais là, moi, j'étais allé googler après, pour savoir. J'ai vraiment googlé qu'est-ce que l'on retrouve dans les rivières, qu'est-ce que l'on retrouve comme poisson dans les rivières. Puis je sais pas pourquoi, mais Google m'a sorti une bonite. Fait que là, dans mon souvenir, là, ça fait peut-être 7-8 ans, là, j'ai fait, voyons, il me semble qu'une bonite, c'est pas en mer qu'on trouve ça. Fait que là, ma conception des rivières venait de changer dans un claquement de doigts. Là. J'ai fait, bon, peut-être que les rivières sont éperdument profondes, peut-être qu'on retrouve aussi des poissons de mer, à part la truite puis le saumon, là, même s'il y en a une panoplie qui se retrouve là. Moi, je pensais que, voyons, vierge, une bonite. Ça me semble ça n'a pas de bon sens. Faut-tu que je m'équipe comme pour aller pêcher sur le fleuve? Ça me prend-tu une énorme canne avec un méchant gros moulinet? Mais après que je me suis documenté comme il faut, j'ai compris que non, évidemment. Puis vous, qu'est-ce que vous avez fait en rapport avec la pêche dans les derniers jours? Je veux savoir ça. Moi, ce qui me concerne, ben là, j'ai essayé de trouver différents patrons de mouches pour reproduire la Dragonfly larva. Hein? La mouche, la larve de libellule. Parce que là, moi, cet été, puis même cet automne, moi, j'ai dévoré tous les vidéos de la chaîne YouTube Northwest Fishing Secret. C'est un gars qui vit, c'est aux États-Unis, auditivement parlant, il le dit. Il vit, je pense, c'est dans le fin fond d'une plaine. Il y a une fermette, il y a plein de chèvres, il y a des canards, il y a des poulets, il y a 2-3 chiens, il vit vraiment au milieu de nulle part et je pense qu'il fait vraiment de l'autosuffisance avec ce qu'il a comme ressources. Puis, ses émissions de pêche, en fait, c'est des vlogs d'exploration. Il fait des 24-48 heures. Il part dans un lac dans le top d'une montagne, puis il essaie de pêcher là dans un lac qui a pratiquement jamais été pêché de l'histoire de ce lac-là. Puis, à chaque fois que les vers de terre ne fonctionnent pas, que les power baits ne marchent pas, c'est comme des espèces de petites boules odorantes là, qui sentent vraiment pas bon, il se met à la recherche des larves de libellules. Là, il soulève les petites branches, les rochers, il fait attention de ne pas déplacer l'environnement. Il réussit toujours par en trouver, et c'est toujours avec ça qu'il réussit par attraper la plus grosse prise de son épisode. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que, OK, je suis peut-être pas dans le mood en ce moment à aller chercher des larves de libellules, mais je pourrais au moins reproduire le patron avec une mouche, avec un hameçon. Fait que là, j'ai tapé sur YouTube des tutoriels. Puis là, évidemment, j'avais une bonne idée de comment je pouvais faire cette larve de libellule-là, mais j'ai pas tout le matériel nécessaire. Tu sais, il y en a que tu peux reproduire là, comme patron, c'est hyper réaliste. Puis il y en a que c'est plus élémentaire. Mais là, moi, je suis dans le mode élémentaire. Je fais avec ce que j'ai. Fait que j'ai beaucoup de poils de phoque, j'ai beaucoup de fils de cuivre, j'ai beaucoup de bandes réfléchissantes. Fait que là, j'ai beaucoup de poils de chevreuil aussi. Fait que j'essaie de m'arranger avec ça, de reproduire la larve de libellule avec ce que j'ai. Puis à date, je m'en tire pas pire. J'en ai 7 à 8 de produites.
J'en ai des noires, des brunes, puis des vertes foncées. Je mélange le poil de phoque noir ou le brun avec le vert. Fait que ça fait comme une texture kaki un peu diffuse. Fait que, tu sais, quand la lave baigne dans l'espèce de boue, dans l'eau stagnante, ben ça a à peu près cet effet-là. Fait que c'est une réussite dans mon cas. Je suis capable de reproduire quelque chose, mais encore une fois, je pense que je vais toujours le répéter à chaque fois que je produis une mouche, tant que je ne l'aurai pas essayé, tant que je n'aurai pas la preuve que je peux attraper du poisson avec ça, je n'aurai pas la certitude que je peux la reproduire à des millions d'exemplaires. Puis, by the way, vous, concernant les essais-erreurs, moi, je veux vraiment savoir ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Moi, là, me concernant, là, les castes, quand je rate mes lancers, là, j'ai souvent une truite qui est morte après ça. Quand j'ai une mouche qui est amochée, puis que je m'essaie encore 2-3 lancers, il y a encore une truite qui saute après ça. C'est vraiment, là, c'est vraiment inexplicable ou explicable, je sais pas. Dis-moi ça dans les commentaires. J'en parle justement dans mon vlog qui s'appelle Mon pire ennemi. Je m'en vais sur une rivière, puis carrément, tu le vois avec ma caméra au corps, là, en live action, je manque totalement mon lancer. Après ça, je fais une passe de slow motion, puis on voit tout de suite la mouche qui saute après. Je sais pas quoi penser de ça. Fait que là, quand moi je vois ça, puis dans mon vlog aussi, sur Avalanche de poissons à la Montmorency, je démontre clairement que ma mouche, elle s'est défilée. Là. Le fil qui fait le corps a cassé. Fait que là, on dirait comme une bobine tout défait. Je pense que c'est une mouche de mai ou une espèce de mouche avec des ailes. Elle est tout défaite, puis ça sautait dessus pareil. Je l'ai changé par formalité parce que là, je me suis dit peut-être que je rattraperais plus de poissons de la session. Fait que je suis aussi bien de changer de mouche. Mais si je l'avais gardé, peut-être que je n'aurais pogné encore. Ça t'es-tu déjà arrivé de pêcher avec du stock scrap, de manquer tes lancers, puis d'avoir quand même du poisson qui saute après ça? Donc, la grande question avec un gros cul, c'est comment avons-nous, à quel point avons-nous besoin de maîtriser les leurres et les techniques pour avoir du poisson? Répondez ça dans les commentaires. Bon, le sujet du jour. Ben oui, le sujet du jour. Ça va parler encore une fois de Amkoui, mon petit berceau de pêche. Mon petit berceau, c'est ce qui m'a... Tu sais, oui, dans le premier épisode, je parlais de mon éveil, de la piqûre, de la pêche, mais là, il faut que je te parle d'un événement, d'une période de ma vie qui vraiment m'a donné l'addiction. Vraiment, là, c'est une période de ma vie où je ne pouvais plus m'empêcher de penser à ça. Je ne faisais que ça. Je me levais le matin que pour faire ça, que pour aller pêcher, que pour acheter des leurres, que pour réviser mes techniques, que pour penser à où est-ce que j'allais explorer le prochain spot. C'était que ça. Parce qu'il faut savoir qu'en 2015, c'est ça, je pense que c'était en 2015, je rentrais dans ma deuxième année de réadaptation physique, puis je suis revenu 2 semaines à l'avance exprès pour pêcher. Puis, quel bon timing, parce qu'on était en mois d'août, il n'y avait pas plu depuis un petit bout, donc l'eau était devenue un petit peu... je pense qu'elle était exactement à la bonne hauteur et à la bonne température. Il faisait pas super chaud, pas tout à fait froid non plus. C'était vraiment tempéré, c'était parfait. Parce que j'ai eu un moment de pêche inoubliable dans ces 2 semaines-là. Et je vais te conter comment ça s'est passé. Là, il faut que tu saches que j'étais encore dans mes débuts, que j'étais à presque 0% de connaissances. Les leurres, les mouches, les endroits, les types de courants d'eau, les espèces, je connaissais à rien, là, presque à rien. Fait que ceci dit, à part mes 2 visites à la ZEC Batiscan-Nelson, puis 2-3 fois à la rivière Saint-Charles, avant ça, dans la même été, j'avais rien fait d'autre. Fait que là, j'arrive à Amkoui. Là, j'installe mes affaires dans ma maison de chambre et je suis maintenant prêt à aller pêcher. Et voici mon ordre du jour pour les 2 semaines de lousse que j'avais. Je me réveille à 4 heures du matin. Je déjeune, je prépare mes affaires. Je repars carrément pêcher de 5h30 du matin jusqu'à midi. Après ça, je prenais un break. J'allais m'entraîner. Question de se reposer un peu. Après ça, je reprenais la pêche pour l'heure du souper. Parce que les mouches sortaient puis le poisson sautait hors de la rivière. Là, c'est ça. Quand tu vas à Amkoui, tu as la gare de train.
Puis juste en arrière de la gare de train, si tu checkes sur Google Maps, tu as vraiment la rivière à saumon qui passe avec la piste de course. À l'heure du souper, là, vers 6h, 6h30, là, il y avait un nuage de mouches sur toute la rivière. Puis tu voyais vraiment plein de ronds, de cercles dans la rivière. Les poissons, ça sautait, ça gobait tout ce qui passait. Fait que je passais ma soirée à lancer ma canne à lancer léger là, avec une cuillère, un petit verre de terre. Puis je ramassais... Je ramassais, tu sais, pas la cagnotte, là, mais tu sais, je ramassais une coupe de perches chaudes, au moins le soir. Fait que c'était vraiment... Ça me permettait d'avoir bien du plaisir. Parce que les perches chaudes, là-bas, étaient quand même assez grosses. Tu sais, je pouvais avoir de la 8 pouces, de la 7 pouces, tu sais, c'était dans du gros gabarit pour de la perche chaude. Je me souviens, un matin, là, tu sais, l'espèce de brunante, il était pas plus tard que 6h moins quart du matin. Ça me prend carrément 1 minute 20 à la marche me rendre à un banc de parc en face de la rivière. Je lance ma ligne le plus loin possible avec une cuillère. Je ramène vitesse modérée. Ça mord. Qu'est-ce que j'avais pris? Une perche chaude. Je relance tout de suite après. Je ramène à la même vitesse, le même verre, la même cuillère. Qu'est-ce que je ramasse? Une deuxième perche chaude. Le troisième coup, qu'est-ce que je ramasse? Une truite de mer. Vraiment, là, c'était de la 12-13 pouces en plus, là. Il y a moyen de se faire un méchant bon snack avec ça, là. C'était incroyable. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Puis, il faut que je te dise, dans cette rivière-là, à part ces 2 semaines-là que j'ai pêché de façon intensive dans cette rivière-là, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais réarrivé d'avoir autant de productivité là. Je pense pas que c'est moi qui l'ai vidé, cette rivière-là, mais peut-être que les conditions dans les années suivantes n'étaient pas favorables. Puis parmi tous ces beaux moments-là, il y a eu un moment où j'ai fait la connaissance de mon premier monstre des profondeurs. Ce monstre-là, je l'ai pêché le matin à 8-9 heures du matin. J'ai lancé, encore une fois, une cuillère, un verre de terre. Je ramène tout doucement. À un moment donné, ça se met à mordre. Ça se met à mordre en fou. Vraiment, ma canne était pliée presque en deux. J'arrivais même pas à tirer ça du fond. Là, j'avais presque aucune expérience. Là. J'étais là. Est-ce que c'est un saumon? Ah non, dis-moi pas que c'est un saumon. J'ai attrapé un fucking saumon. Comment je vais faire pour m'arranger? Il va tout me casser. Moi, tu sais, c'est dans ma conception, un saumon, c'est indestructible, puis probablement que c'est vrai. Là. J'en ai jamais attrapé encore à ce jour, là, mais le jour où je vais aller à la pêche au saumon, je vais devoir m'équiper en conséquence. Fait que, pour revenir à ça, là, je tirais là-dessus. J'essayais de ramener la prise. Écoute, quand j'ai vu la bestiole, j'ai quand même été capable de sortir ça de l'eau, mais avec peine et de misère. J'avais au bout de la ligne une fucking anguille de rivière, OK? Là? Mais l'anguille, elle faisait 1 mètre et plus. Là, je savais pas comment gérer ça. Elle est sortie sur le gazon. Puis là, elle se tortillait, elle se débattait. Puis là, elle était pleine de bouettes, pleine d'herbes. Là, j'ai pris ça dans mes mains. C'était visqueux. Ça s'enroulait après mon bras. Tu sais, c'est vraiment un serpent, là. Tu sais, j'avais un serpent au bout de ma ligne. Puis là, moi, faut que je te compte, là. Dans le temps, j'avais pas vraiment l'éthique, la notion d'abréger les souffrances du poisson que je prenais. Tu sais, là, à cette heure, je les achève ici et maintenant. Tu sais, il n'y a plus de souffrance. Mais dans mon cas, dans ce temps-là, là, je l'avais mis dans un sac d'épicerie. Elle était encore vivante, là, tu sais. Jugez-moi pas, c'était dans le temps. OK, là, je fais plus ça. En pensant qu'elle allait mourir dans 2 minutes. Je faisais ça en pensant qu'elle allait mourir assez vite. Et je me trompais. Parce que là, je continuais à pêcher. Puis là, je vois le sac qui se débat. Là, j'attache le sac après l'arbre pour pas qu'elle se sauve. Là. Tu sais, je voulais pas partir tout de suite. Elle se débattait. Là, ça faisait 20-25 minutes. Caroline était encore en train de se débattre. Là, je fais, bon, OK, je vais mettre un terme à tout ça. J'arrive dans ma maison de chambre. Je mets l'anguille dans l'évier. Elle se débat encore. Je fais, elle va finir par crever, elle va finir par mourir. C'est quoi ça? Fait que là, au bout de 45 minutes, elle était encore vivante. Mais tu sais, top shape, là. Tu sais, j'aurais pu le remettre à l'eau. Ça aurait été comme si rien ne s'était passé, là. Fait que finalement, j'ai compris qu'il fallait que je mette un terme à sa vie avec des moyens beaucoup plus radicaux que la patience et l'asphyxie. Bon. Fait que
c'est comme ça que ça s'est passé avec ma première rencontre avec une anguille de rivière. J'en ai pris une quelques jours plus tard, un peu plus loin dans la rivière, à côté du cinéma, le Figaro. Pour ceux qui connaissent la place, il y a quand même une petite portion de rivière qui passe par là. Encore une fois, à la cuillère, j'ai sorti ça. Mais là, je savais quoi faire. Je l'ai assommé. Comme ça, on était vite sortis d'affaire. Puis là, il s'est passé autre chose aussi. Le matin, en général, pendant mes 2 semaines, je me lève tôt le matin, je déjeune, mais en préparant mes affaires, pour me minder, je cherchais des émissions sur YouTube, des émissions de pêche. Qu'est-ce que je pourrais bien regarder? Tu sais, il y a du stock du Québec, il y a plusieurs productions du Québec, de France. Ça pleut comme contenu de pêche, ça n'a pas de bon sens. Je suis tombé sur une émission particulière, un Français qui fait des émissions de pêche, mais au Québec, Cyril Choquet. Ah oui, le classique Cyril Choquet. Moi, là, il faut savoir qu'on est en 2015 et tous les épisodes de Cyril Choquet étaient disponibles gratuitement sur YouTube. Fait que là, j'avais une vingtaine d'épisodes et plus de 45 minutes sur la pêche au Venezuela, à l'Antarctique, à Québec, sur la côte nord, c'est ça, en Floride, aux États-Unis. J'avais tous ces épisodes-là à regarder. Fait que là, j'étais là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, autant de contenu. Fait que là, j'arrêtais pas. J'ai tout gobé ces épisodes. Je pense que ça fait 4 fois que je le dis, là, mais je tiens à le répéter. Là, c'était vraiment de l'art pour moi. Puis là, de là, je me suis mis à me renseigner un petit peu plus. Je me suis mis à me renseigner sur les types de poissons qu'on peut trouver dans tel type de courant d'eau. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un versant dans la rivière à saumon, en arrière, dans le parc où je vais souvent pêcher. Puis, j'ai découvert, avec une petite cuillère tournante à ruisseau, des perches chaudes à la tonne dans ce versant-là. Moi, j'étais là, ça n'a pas de bon sens. Il y a juste un pied de rivière. Il y a juste un pied d'eau dans la rivière. Comment c'est possible que j'attrape du poisson là? Je me suis dit, fais-toi confiance. Hein? Au pire, tu vas juste avoir l'air con. Ça faisait plusieurs jours que je checkais le spot, puis il n'y avait personne qui allait pêcher là. Là, j'étais allé tôt le matin, je lance ma ligne là. Vraiment, je suis tout seul. J'ai-tu l'air cave ou j'ai pas l'air cave? Mais non, j'attrapais de la perche chaude comme c'était pas possible. Il n'y avait pas de truite, que de la perche chaude. Finalement, je me suis rendu compte plus tard que c'est un coin très prisé, très sollicité par les pêcheurs. C'est juste que les gens vont plus pêcher là quand l'eau est beaucoup plus haute au printemps. Mais la vraie affaire, le vrai événement que je veux te raconter par rapport à ça, c'est que là, je me suis dit, bon, hey, il y a du poisson presque partout. Fait que je peux aller carrément partout. Première erreur. Un bon matin, je me réveille, comme d'habitude, à 5h30 ou dans le coin de 5h. Je prépare mes affaires, je pars pas longtemps après. Là, j'avais trouvé sur Google Maps un spot en arrière du Dixili, où il y a une rail de train qui passe. Puis la rail de train, elle passe par-dessus la petite rivière avec un pont. Ah, on peut y aller là en char, OK, ou en bicycle. Je vais y aller, OK, je vais y aller avec ma canne à lancer léger. Puis, OK, j'arrive là. Wow, un spot en hauteur. L'eau est transparente avec une belle fosse. C'est incroyable. Là, je me suis dit, c'est magique. Je vais descendre en bas, tiens. Je vais descendre en bas, à la hauteur de la rivière. Je ne pêcherai pas en hauteur, tu sais. Fait que là, j'arrive j'ai descendu d'à peu près 12 pieds. C'était quand même assez haut. J'arrive au niveau de la rivière, je lance ma cuillère. Premier lancé, une truite. Une bonne 10 pouces. Je lance ma deuxième, un bon 12 pouces. J'ai rempli mon quota de pêche de la journée en 25 minutes. Pour vrai, là, j'allais pour partir. Puis là, j'entends comme des brins d'herbe en arrière de moi. J'entends comme un bruit de pas de quelqu'un qui marche. Puis j'entends après ça, « Hey, salut! Tu savais-tu que tu n'avais pas le droit de pêcher ici avec ta cuillère? C'est une fosse à saumon, ça. » Là, je fais, « Ah, OK. Ouais, OK. Oups. Excusez. Ouais, OK. J'étais sûr que non. OK, c'est beau. » Tu sais, là, j'étais pris de court. Je le savais vraiment pas. Tu sais, j'étais dans l'illégalité. Mais à mon insu, là, j'étais comme aveuglé par ma capacité de pêcher dans tous les coins d'eau. Fait que là, toutes les coins d'eau étaient bonnes pour que j'aille les pêcher. Mais là, j'ai su cette journée-là il va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur les fosses à saumon. Parce que le gars, il se promenait. Là, il était bien chill. Il fait, ouais, là,
je te crois, là. Tu as l'air sincère, là. Mais si tu te fais pogner par un garde-chasse, là, t'as une amende comme c'est pas possible, puis tu te fais tout confisquer ton stock, là. T'es mieux de partir tout de suite avec ça, là. Je fais OK. Fait que là, j'ai sacré mon camp plus vite. Puis là, j'ai fait taboire. J'ai passé proche de faire la gaffe. Tu commences dans une passion, puis je me serais fait couper l'herbe sous le pied tout de suite, je me serais fait confisquer tout mon stock. Fait que par-delà cette petite incartade, je me suis vite dirigé le lendemain au Pro Nature. Puis là, je voulais magasiner des mouches. Parce que là, je me suis dit peut-être que... Parce que là, il faut savoir que je ne mouchais pas dans ce temps-là. Je pêchais qu'à la cuillère, puis à la pêche de fond. Et là, je suis allé au Pro Nature, je me suis dit, ouais, là, je me cherche des mouches. Y a-tu moyen que je pêche quand même à la mouche, sans avoir une moucheuse? Là, cet automne, je vais me pratiquer pour être bon l'été prochain. Mais qu'est-ce que tu me conseilles? Puis là, le conseiller, il était vraiment nice, là. Il me dit, je te suggère celle-là, puis celle-là. Puis avec tout ça, là, vraiment, là, va dans le ruisseau à côté d'ici. C'était à 30 secondes. C'était à même pas 5 minutes de marche de le parc. Je pense que c'est Néré-Tremblay. C'est-tu Néré-Tremblay? C'est vraiment à côté du Pro Nature. Il y a une écluse, puis il y a un ruisseau qui descend tout ça jusqu'à l'autoroute. Mais mettons, la première moitié à partir du haut, c'est vraiment... c'est très étroit. Tout est abrité par des arbres. Puis il y a des fosses. Quand la hauteur de l'eau est propice à ça, tu as des fosses partout, tu vas avoir du fun. Là, je ne le croyais pas. En plus, il mouillait. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, j'ai comme rien à perdre. Là, tu sais, j'étais à Amqui, j'ai 2 semaines de lousse. Faisons ça. Fait que j'ai acheté son stock. J'ai adopté ma petite technique personnelle. Avec ma canne de lancer léger, je faisais comme un pendule. Fait que la mouche était au bout de la ligne. J'avais un petit poids sur la ligne non loin de la mouche, pour faire plus lourd, pour que je puisse la garrocher plus loin. Puis je mettais un petit bout de verre au bout de la mouche. Je commence dans le ruisseau. Écoute, je pense que j'étais plus en admiration avec le paysage que le fait de pêcher. Parce que j'avançais tranquillement. L'eau était quand même chaude. Il pleuvait un peu, mais pas beaucoup. Puis on voyait quand même à travers l'eau. Puis quand on tendait l'œil au bon endroit, on pouvait voir une truite qui était en statisme sur un bord de ruisseau. Fait qu'on la voyait en dessous des branches, elle se cachait, puis elle restait là. J'étais comme, ah ouais, il y a une truite là. C'est malade. Fait que là, j'essayais de pêcher là, je lançais ma mouche pas loin d'elle. Ah, elle se sauvait. Bon, parfait. Fait que là, j'allais à la prochaine fosse. Il y avait des rochers, c'était très ombragé. Puis il y avait comme une section où il y avait beaucoup de sable. Fait que c'était plus clair. Puis il y avait 3 truites mouchetées qui étaient là. On voyait les points rouges, là, tu sais. Eux autres, ils m'avaient pas vu. Là, j'étais accroupi. J'étais carrément comme Indiana Jones. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Que je pêche-tu là? Là, il y a une branche qui va peut-être me bloquer. Là, je pratiquais mon lancer. Je lance en plein à la bonne place. Il y a une truite qui s'attend à rien. Elle saute là-dessus. Ça mord. Je tire là-dessus. Ah ouais, dans le filet. C'était fou. Là, j'arrive plus loin. En fait, je remonte tout ça jusqu'à l'écluse. C'est-tu le bon mot, écluse? En fait, c'est comme un grand mur avec une chute. Puis plus haut que ça, il y a vraiment un autre ruisseau qui se poursuit à des kilomètres. Fait que ça, c'était une de mes belles découvertes à Amqui. Savoir qu'on peut pêcher dans les petits ruisseaux. Puis de savoir aussi qu'il y a des truites dans les toutes petites fosses. Écoute, ça faisait pas 2 pieds par 1 pied par 10 pouces de profondeur. Puis je pouvais te sortir une 10 pouces là-dedans. Là. C'était incroyable. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu vivre dans mon séjour à Amqui 2 semaines avant que je débute mes cours au centre matapédien. Mais là, vous, là, moi, je veux le savoir aussi. Là. Je vous shoot mon information comme ça. Mais vous, dans les commentaires, à quel endroit vous avez commencé à avoir la piqûre de la pêche? Comment ça s'est manifesté? Avez-vous eu aussi la piqûre de l'aventure? Est-ce que vous aussi, vous avez fait des gaffes comme moi de pêcher dans des endroits où vous ne pouviez pas pantoute? Écoutez, moi, je veux savoir ça. On est quand même une communauté assez vaste, assez ouverte, assez funnée. Fait que j'ai hâte d'entendre vos commentaires, de lire, en fait, vos commentaires. Fait que sur ce, stay tuned, hein? Je pourrais dire ça à l'avenir, à la place de dire stay tuned. Restez stay tuned, hein? À la prochaine pour un autre épisode du podcast On the Fly.
Bye.